Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer en fait de proposer une correction de l'examen de maintenance et fiabilité de l'année 2024. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. Alors là, nous avons au niveau de l'exercice 1, la première question. On nous demande combien y a-t-il de coupes minimales sur un système ayant n éléments en série. Donc là, en fait, nous avons un système en série avec n éléments. Alors, quel est le nombre de coupes minimales que nous pouvons en fait avoir? D'abord, il faut connaître c'est quoi une coupe minimale. Donc, c'est l'ensemble, en fait, c'est une combinaison d'événements minimales, en fait, qui va conduire à un événement redoutable, c'est-à-dire à une panne. Maintenant, si nous prenons par exemple un système en série avec n éléments, prenons par exemple n égale à 3, par exemple, je peux avoir, par exemple, ça c'est le poste 1, deuxième poste P2, également P3. Alors, maintenant, quel est le nombre en fait de combinaisons possibles en fait pour que notre système en fait tombe en panne par exemple? On peut dire par exemple ici l'événement redoutable est égal à quoi? P1 ou P2 ou P3. C'est-à-dire quoi? Il suffit que une seulement des postes tombe en panne et le système en fait ne fonctionne plus. Donc imaginez par exemple que ce poste par exemple tombe en panne, c'est-à-dire tout le système ne fonctionne plus, ou bien le poste P3 ou bien P1. Donc il suffit qu'une seulement des postes tombe en panne et le système ne fonctionne plus. Alors ici, ça c'est quoi? Ça c'est une coupe minimale parce que c'est un ensemble, c'est une combinaison d'événements qui peut faire quoi? Qui peut aboutir à un événement qui est redoutable. Ça aussi, c'est une coupe minimale. Et là également, c'est une coupe minimale. Donc, dans un système en série, donc avec n éléments, nous avons en fait n possibilités en fait d'avoir l'événement redoutable. Donc là, à ce niveau, alors le nombre de coupes minimales à ce niveau, c'est n. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais l'encadrer plutôt que de... Alors, à ce niveau, c'est n. Donc, je reviens ici pour mieux expliquer. Par exemple, on peut remplacer en fait le système par un truc qui est en ou. Alors, à l'entrée, nous avons les différents postes jusqu'à P3 jusqu'à Pn. Et là, en fait, à la sortie, vous avez l'événement qui est redouté. Alors, à quel moment, en fait, on peut avoir l'événement redouté? C'est soit P1 tombe en panne, ou bien P2 tombe en panne, ou bien P3 tombe en panne, ou bien une combinaison P1, P2, P3, quelque chose comme ça. Mais il suffit seulement qu'une seule machine tombe en panne et nous avons en fait l'événement redoutable. Donc ici, donc P1, P2, P3, P4, P4, P5 jusqu'à Pn sont en fait des coupes minimales. Maintenant, le nombre de coupes minimales, c'est égal à n à ce niveau. Donc, on passe à la deuxième question. On nous demande de comparer la fiabilité RT et la disponibilité AT dans le cas d'un système réparable. Alors, dans le cas d'un système réparable, est-ce que la fiabilité est supérieure à la disponibilité ou c'est le contraire? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord en fait connaître la différence entre la fiabilité et la disponibilité d'un système. Alors, nous pouvons en fait définir la fiabilité comme étant la probabilité de ne pas avoir de défaillance dans un intervalle de temps donné. C'est-à-dire, lorsque vous avez plus de défaillance, c'est-à-dire en fait la fiabilité du système, elle est faible. Donc, par contre, la disponibilité d'un système, on peut dire que c'est la probabilité que le système en fait soit en état d'accomplir sa fonction à un instant donné. Par exemple, je prends un exemple ici. Nous pouvons par exemple avoir un système. Nous avons un système ici P qui, au bout d'un instant T, par exemple après 2 ans d'exploitation, commence à tomber fréquemment en panne. C'est-à-dire sa fiabilité ici diminue.
Par exemple, s'il tombe, par exemple, chaque jour, il tombe 10 fois en panne. Donc là, sa fiabilité diminue considérablement. Cependant, si ce même système elle est réparable, c'est-à-dire avec un temps de réparation qui est très faible, c'est-à-dire sa disponibilité, en fait, elle est toujours grande. Pourquoi sa disponibilité est toujours grande? Sa disponibilité, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, à un instant T, je pars pour utiliser la machine, elle doit être disponible, en fait. Je peux trouver, en fait, que la machine, elle est en bon état. C'est-à-dire, même si elle tombe fréquemment en panne, par exemple 10 fois par jour, puisque le temps de réparation est très faible, c'est-à-dire à chaque fois que je vais partir, en fait, je vais trouver en fait que la machine, elle est disponible, c'est-à-dire elle est déjà réparée. Par exemple, ici, par jour, par exemple, ça c'est les défaillances, par exemple, première défaillance, deuxième défaillance, troisième défaillance, quatrième, cinquième, etc. Donc, nous avons plusieurs défaillances. C'est-à-dire que le système n'est pas fiable en fait. Puisque la fiabilité, c'est quoi? C'est la probabilité de ne pas avoir de défaillance. Donc, si nous avons plusieurs défaillances, c'est-à-dire que le système n'est pas fiable. Alors, mais si ce même système, en fait, a un temps de réparation qui est très faible, par exemple, 1 minute ou bien 2 minutes de temps de réparation, c'est-à-dire à chaque fois, par exemple, que je viens pour travailler avec le système, c'est-à-dire je vais le trouver en fait qu'il est en bon état. Ici, par exemple, il tombe en panne, mais il est vite réparé. C'est-à-dire à chaque fois que je vais venir, lorsque je viens, je vais le trouver en fait qu'il est disponible en fait, qu'il est en bon état d'accomplir sa fonction, même si elle tombe fréquemment en panne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut tirer en fait de tout ce que je viens de dire? Tout ce que je viens de dire, on peut dire que pour un système qui est réparable, alors la disponibilité, en fait, elle est supérieure ou égale, en fait, à sa fiabilité. Alors là, nous allons remonter, en fait, pour revenir ici. Alors, nous allons cocher cette partie où on a la fiabilité qui est inférieure à la disponibilité. Fiabilité inférieure à la disponibilité. Alors, la question suivante, on nous demande de comparer la fiabilité RT et la disponibilité AT dans les cas en fait des systèmes irréparables. Donc, pour un système irréparable, qu'est-ce que nous avons? En fait, ici, c'est un système qui est utilisé une fois qu'elle tombe en panne, en fait. C'est-à-dire on peut pas réparer le système. Donc, il faut échanger, il faut acheter un nouveau système. Alors ici, en fait, je prends un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, j'ai mon PC qui tombe en panne, et je pars, par exemple, pour le réparer. Et arrivé, on me dit, par exemple, qu'il me faut 2 ans, en fait, c'est-à-dire le temps de réparation, par exemple, va être 2 ans. C'est-à-dire, il me faut 2 ans pour remettre le PC en bon état. Donc, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que je ne peux pas attendre 2 ans pour réparer ce PC. Donc, c'est mieux en fait pour moi d'acheter un nouveau PC que d'attendre 2 ans pour réparer. Donc, on peut dire dans ce cas que mon PC en fait est devenu un système qui est irréparable. Pourquoi en fait? Parce que nous avons un temps de réparation qui est très grand en fait. Voilà. Alors, et au niveau des entreprises, lorsque les entreprises doivent arrêter en fait les systèmes de production pendant des périodes vraiment qui sont très longues. Donc, ce sont des pertes. Donc, ils préfèrent en fait acheter de nouveaux équipements que d'attendre en fait durant une période vraiment qui est très longue sans produire. Ou bien, par exemple, mon téléphone tombe en panne, je pars pour réparer et on me dit, par exemple, que je dois payer 40 000 dirhams ou bien 50 000 dirhams pour réparer mon téléphone. Donc, dans ce cas, je me dis, pourquoi réparer ce téléphone alors que je pouvais, en fait, avec cet argent, acheter d'autres téléphones. Donc, dans ce cas, on peut dire que le téléphone, il est irréparable. Alors, pour le premier cas, c'est-à-dire nous avons un temps de réparation qui est égal à 2 ans, supposons. C'est-à-dire le système, il tombe seulement une fois en panne, mais pour le réparer, en fait, on a jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais venir, en fait, pour utiliser le système, il n'est pas disponible. C'est-à-dire, il n'est pas en bon état, en fait. C'est-à-dire, sa disponibilité, elle est très faible. Par exemple, je viens, par exemple, ici, après une année pour utiliser, ce n'est pas possible. Après une année et demie, ce n'est pas possible. Il faut attendre. Donc, à chaque fois que je viens,
le système, il n'est pas en fait en bon état, c'est-à-dire en état d'accomplir sa fonction. Alors que nous avons en fait une panne, une seule panne. C'est-à-dire la fiabilité, c'est-à-dire nous n'avons pas beaucoup de pannes. C'est-à-dire nous avons une fiabilité qui est grande, mais la disponibilité, elle est faible. Donc, elle est très faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer avec tout ce que je viens de dire? On peut dire que pour les systèmes qui sont irréparables, alors la fiabilité, elle est supérieure en fait à la disponibilité du système. Alors, là, je reviens ici pour cocher la fiabilité RDT supérieure à la disponibilité. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'une coupe minimale dans le contexte de la fiabilité des systèmes? Là, nous avons déjà répondu. C'est la combinaison d'événements qui, si tout se produit simultanément, entraînera inévitablement la défaillance du système. Donc, c'est à ce niveau. La question 5, combien y a-t-il de coupes minimales sur un système ayant un élément en redondance active? En fait, ici, pour la redondance active, en fait, c'est comme nous avons des systèmes en parallèle, des systèmes qui sont en parallèle, qui effectuent en fait la même mission. La même mission et qui sont utilisés simultanément. Donc, ça, c'est un exemple. Nous avons ici 1, 2, 3 et 4 qui effectuent en fait la même mission et ils sont utilisés simultanément. Par exemple, on utilise le 1, si le 1 tombe en panne, le 2 va assurer en fait la fonction. Si le 2 tombe en panne, on a 3 qui va assurer la fonction. Si 4 sur 3 tombe en panne, il y a 4 également qui va assurer la même fonction. Maintenant, pour la coupe minimale, comme nous venons de le décrire en fait, c'est une combinaison en fait d'événements qui va entraîner un événement redoutable. Par exemple, il n'y a plus de service où le système en fait tombe en panne. Maintenant, à quel moment en fait ici on n'aura plus de service? On n'aura plus le service, c'est-à-dire la sortie sera égale à 0. Donc on n'aura plus de service si et seulement si tous les éléments en fait, les 1, 2, 3 et 4 sont hors service. C'est-à-dire si les 4 éléments tombent en panne. C'est-à-dire si les 4 éléments tombent en panne, nous allons avoir l'événement redoutable, c'est-à-dire une panne de notre système. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On peut écrire que l'événement redoutable, c'est égal à quoi? C'est 1, E, 2, E, 3, E, 4. C'est-à-dire si les 4 se produisent simultanément, nous allons avoir l'événement redoutable. Maintenant, combien de coupes minimales nous avons ici? Combien de combinaisons nous avons ici? Nous avons seulement une seule combinaison. Nous avons seulement une seule combinaison. Nous n'avons pas, par exemple, ou quelque chose, ou quelque chose. Non, nous avons seulement qu'une seule combinaison. Alors là, il faut choisir le 1. Donc, à ce niveau. Maintenant, nous passons sans plus tarder à l'exercice 2. Alors là, nous voulons analyser le mode de défaillance potentiel de la machine de coupe laser lié à la décalibration du système optique. Pour cela, nous avons remarqué que ce problème peut se produire mensuellement. Donc, vous avez le terme mensuellement, la fréquence d'apparition en raison des vibrations dans l'environnement de production. Donc, nous avons un système de surveillance automatisé qui est capable en fait de détecter la décalibration avec une efficacité de 80%. Cependant, l'occurrence du problème de décalibration peut entraîner des coupes inexactes et des déchets importants de matériaux. Alors, la question 6 est la fréquence de décalibration du système optique est occasionnelle, très fréquente, rare et fréquente. Ici, en fait, nous avons le problème en fait survient mensuellement, c'est-à-dire chaque mois nous avons un problème de décalibrage. Maintenant, on dit est-ce que cette fréquence, elle est fréquente, très fréquente, occasionnelle ou bien rare? Alors pour répondre en fait à cette question, nous avons besoin d'annexes parce que ça dépend en fait des entreprises. Alors pour certaines entreprises, avoir une défaillance mensuelle peut être très fréquente. Peut être quelque chose de très fréquent. Alors que pour d'autres,
ils peuvent les classer en fait par fréquente ou bien occasionnelle. Donc là, nous allons descendre en bas. Franchement, ils vont nous donner en fait une annexe. Voilà, voici l'annexe. Donc, en fonction des fréquences, nous avons des termes qui sont associés. Par exemple, ici, nous avons une fois par semaine. Donc, c'est fréquente. Donc, on peut dire que ce sont des pannes qui sont fréquentes. Donc, lorsque nous avons des pannes chaque jour, donc on peut dire que ce sont des pannes très fréquentes. Donc, ici, nous allons remonter pour cocher en fait des pannes fréquentes. Maintenant, la question 7. La fréquence de décalibration du système optique est également pour la fréquence. Ici, nous avons quoi? Alors, je pense que ça, c'est le système en fait de détection du défaut. Alors là, on revient également en bas. Là, nous avons une détection de 80%. Alors, on peut dire qu'il est situé entre 70 et 89. Donc, le système de détection, elle est efficace parce qu'elle est située ici. Donc, efficace. On revient là. Efficace. Ensuite, la question 8. La gravité de décalibration du système optique est... Donc, ici, en fait, lorsque le système tombe en panne, quelles sont les conséquences? Nous avons des coupes inexactes et des déchets très importants. Alors, on descend pour voir donc des coupes inexactes et des déchets très importants. Là, vous avez des termes qui viennent, déchets très importants, vous avez des coupes inexactes. Donc, on peut dire que en termes de sévérité de l'effet, on peut dire qu'elle est majeure. Et là, on va revenir ici pour cocher en fait majeur. La question 9. La criticité du problème de décalibration du système optique. Donc, nous avons vu en fait dans le cours que la criticité, c'est quoi? C'est la fréquence d'apparition de la panne multipliée par la gravité, multipliée en fait par la non-détection. Donc, souvent c'est noté N ou D. Maintenant, en fonction en fait ici, nous avons la fréquence. Elle est fréquente. En termes de système de détection, elle est efficace. Et en termes de gravité, elle est majeure. Maintenant, pour chaque type, on a des cotations qui sont associées. Donc, par exemple, pour fréquente, ça fait 4. Pour efficace, ça fait 2. Et pour majeur, ça fait 4. Alors, je m'excuse à ce niveau. Au niveau de la fréquence, nous avons une défaillance par mois, c'est-à-dire mensuel. Ici, j'ai coché au niveau de semaine. Alors, c'est pas chaque semaine, c'est mensuel. Alors là, je dois corriger ça rapidement. Donc, c'est une fois en fait par mois. Donc, au niveau de la fréquence, c'est occasionnel. C'est occasionnel. Là, nous avons 3. Alors, la criticité va être égale à 3 fois 2 multiplié par 4 qui est en bas. Exactement. Ça fait 24. Alors, je vais remonter pour corriger l'autre, ce que j'avais coché. J'avais pas fait attention. Je m'excuse pour cela. Alors là, c'est occasionnel. Alors, la criticité, ça fait 24. Ici, nous avons en fait 3 lignes. Alors là, nous allons cocher 0, là 2, et le dernier 4. Alors, on passe à la question suivante. La question 10. Quelle action de maintenance vous recommandez selon le niveau de criticité trouvé? Alors, nous avons également au niveau de l'annexe des recommandations en fonction en fait de la criticité. Donc, voici la criticité. Nous avons trouvé 24. 24, elle est comprise entre 21 et 30. Donc, le niveau, elle est élevé. Et les actions possibles sont actions correctives nécessaires. Vous avez plan d'amélioration. Vous avez des mesures préventives. Donc, pour éviter la récurrence des défaillances. Donc, vous avez en fait la suite à ce niveau. Donc, pour les criticités de 30 à 40, de
41 à 50. Donc, pour le premier cas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons proposer des mesures de maintenance préventive pour atténuer les vibrations, etc. Donc, c'est à ce niveau, vous allez cocher. Alors là, on vous dit en fait que quoi? Il faut trouver quoi? Les implicites, les opérants. Donc, les raisons profondes, je pense que ça, c'est au niveau de 131, je pense. Donc, c'est à ce niveau, je crois. Alors, on passe à la question suivante. L'exercice 3. On risque d'avoir une panne d'électricité dans le centre de données présenté dans l'annexe 2 par suite d'une coupure de l'alimentation électrique générale A. Si le groupe électrogène de SECO est défaillant, le système de batterie de SECO est indisponible. La défaillance de l'alimentation principale A1 ou le déclenchement du disjoncteur principal sont souvent une cause de la coupure de l'alimentation électrique générale, alors que la défaillance du groupe électrogène de SECO peut être résultante soit d'une panne du moteur ou de la cause B2. L'indisponibilité des batteries est due à une défaillance du système de charge ou à la cause C1. Alors la question, l'événement B2 est quoi? Alors ici, vous avez quoi? On dit que la défaillance du groupe électrogène de SECO peut être résultante, peut être due soit à une panne du moteur ou à une cause B2. Donc pour un groupe électrogène, quelles peuvent être les causes de défaillance hormis la défaillance du moteur? Alors ici, nous avons défaillance du système de charge. Ça, c'est le système de charge, c'est lié aux batteries et non au groupe électrogène. Vous avez manque de carburant, événement de base, batterie déchargée. Batterie déchargée, c'est non. Ça aussi, c'est non. Alors là, vous allez cocher en fait manque de carburant. Parce qu'en fait, pour les groupes électrogènes, on les utilise en fait pour produire de l'électricité, pour alimenter en fait les équipements qui se trouvent dans les entreprises lorsqu'il n'y a plus en fait du courant qui est fourni en fait par l'ONE. Alors maintenant, est-ce que c'est un événement de base? Alors pour répondre à cette question, il faut revenir au niveau de l'annexe des schémas. Alors vous avez B2 ici. B2 en fait, il est dans un cercle. Dans un cercle, et d'après le coup, les éléments en fait qui sont dans des cercles sont des événements en fait qui sont élémentaires. Par exemple, pour les cercles, ça c'est le cours du prof. Alors pour les éléments en fait qu'on va mettre dans les cercles, ce sont des événements élémentaires. Maintenant, les événements de base sont les événements en fait qu'on va mettre dans des trucs sous forme de maison. Donc, ce n'est pas un événement de base parce que il est dans un cercle. Alors ici, ce qu'on doit cocher, c'est seulement manque de carburant. C'est-à-dire que le système de défaillance du groupe électrogène, alors le groupe électrogène est défaillant si le moteur tombe en panne ou bien il y a manque de carburant. En ce qui concerne la question suivante, on dit l'événement C1 est quoi? Donc on dit ici que l'indisponibilité des batteries est due soit à une défaillance du système de charge ou à une cause C2. Maintenant, pour les charges de batterie, les batteries, soit à défaillance du système de charge ou à quoi? Batterie peut être déchargée, ouais, ça c'est un peu coché ça. Événement neutre, nous n'avons pas d'événement neutre. Événement intermédiaire, système de batterie de SECO indisponible. Donc ici, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on dit en fait l'indisponibilité des batteries est due à une défaillance du système de charge ou à une cause C1. C'est-à-dire en fait, vous avez soit l'indisponibilité, vous avez soit entre la défaillance du système de charge ou la cause C1 en fait qui va entraîner ceci, qui va entraîner
l'indisponibilité des batteries. Alors donc, lui en fait ne peut pas entraîner à lui-même. Par exemple, si nous revenons ici, vous savez au niveau des C, au niveau ici en fait, ça c'est indisponibilité des systèmes de batterie. Indisponibilité. Et là, soit elle est due en fait au système de charge ou bien les batteries sont déchargées. Maintenant, est-ce que C1 est un événement intermédiaire? Donc, nous avons ici C1. Voici C1 ici. Est-ce que c'est un événement intermédiaire? Alors, on revient dans le cours du prof. Les événements en fait intermédiaires sont notés en fait dans des rectangles ou bien l'événement redouté. Les deux en fait sont mis dans des rectangles. Alors que ici nous avons en fait un cercle pour l'événement C1. Donc on peut dire que C1 n'est pas également un événement qui est intermédiaire. Donc c'est seulement batterie déchargée. La question 13. L'événement redoutable est. Alors ici, on redoute en fait, c'est d'avoir une panne d'électricité au niveau du centre de données. Donc c'est même précisé ici qu'on risque d'avoir une panne d'électricité dans le centre de données. Donc c'est l'événement que nous redoutons ici. La question 14. Combien y a-t-il de coupes minimales sur ce système d'alimentation? Alors, pour répondre à cette question, nous allons en fait essayer de compléter ces pointillés. Alors, ici, le E, en fait, c'est l'événement redouté. L'événement, le ER. Alors, elle apparaît lorsque nous avons quoi? Lorsque nous avons la combinaison de trois événements. Donc, dans le test, il est dit, on risque d'avoir la panne d'électricité, c'est-à-dire l'événement redouté. Alors, par suite, soit d'une coupure de l'alimentation électrique générale A, donc ça c'est le A, coupure de l'alimentation électrique générale, le A, soit ensuite, nous avons également si le groupe électrogène de Seco est défaillant, E, le système de batterie de Seco est indisponible. Donc ici, en fait, pour avoir l'événement redoutable, il faut en fait la combinaison de ces trois événements. Donc là, on va avoir quoi? Un E. Donc il faut que A, B et C soient défaillants pour avoir l'événement redouté. Alors, pour le A, il est dit que la défaillance de l'alimentation principale A1 ou le déclenchement du disjoncteur principal sont souvent une cause de la coupure de l'alimentation. C'est-à-dire au niveau de A, nous avons en fait soit A1 ou A2. Ici, en fait, vous avez un OU. Vous avez un OU logique. Au niveau de B, qu'est-ce qui est dit? Au niveau de B, on nous dit en fait que alors que la défaillance du groupe électrogène de Seco peut être due soit à une panne du moteur ou à une cause B2. Alors là également, en fait, vous avez un OU logique et pour le dernier également, c'est pareil. Vous avez l'indisponibilité des batteries est due soit au défaut de système de charge ou à une cause C1. Donc vous avez un OU logique à ces deux niveaux. Donc là, c'est un OU logique également. Là, c'est un OU logique. Maintenant, pour répondre à la question, on va d'abord essayer d'écrire en fait l'équation en fait de l'événement redouté. L'événement redouté, c'est quoi? C'est A, B, C. Alors, c'est quoi A? Avec A, en fait, c'est A1 ou A2. C'est-à-dire, le A intervient lorsque on a A1 ou bien A2. Le B intervient lorsque nous avons B1 ou B2. Et le C intervient lorsque nous avons C1 ou C2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de développer.
Donc, vous avez A, B, C. Le A, c'est A1 ou A2. Le B, c'est B1 ou B2. Le C, c'est C1 ou C2. Alors, vous avez A1, B1 plus A1, B2 plus A2, B1 plus A2, B2. Le tout multiplié par C1 plus C2. Alors, lorsque vous développez, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir A1, B1, C1 plus A1, B1, C2 plus A1, B2, C1 plus A1, B2, C2 plus A2, B1, C1, A2, B1, C2 plus A2, B2, C1 plus A2, B2, C2. Donc, tout ça en fait est égal à l'événement redouté. C'est-à-dire ici que quoi? Nous avons une panne au niveau du centre de données si nous avons seulement l'une en fait de ces combinaisons. Donc, soit vous avez A1, B2, C2. Donc, lorsque vous avez l'une de ces conditions qui sont réunies, vous avez l'événement redouté. Alors, quel est le nombre de ces combinaisons? Il faut juste les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous avons 8 coupes minimales à ce niveau. Donc, on remonte ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher 0 et 8. La question numéro 15. Alors, ayant les probabilités des événements de base, quelle est la coupe minimale critique causant un risque élevé de la panne d'électricité dans le centre de données? Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi seulement 4 coupes minimales parmi les 8 que nous venons de trouver. Et on nous demande en fait, c'est laquelle qui est plus critique. Donc là également, vous allez revenir au niveau de quoi? Des annexes. Et vous allez en fait calculer les probabilités d'apparition en fait de ces 4 combinaisons. Après, vous allez choisir laquelle est plus critique. Alors, maintenant ici, par exemple, vous avez la probabilité d'occurrence des événements de base, par exemple, défaillance de l'alimentation principale. Vous avez une probabilité. Pour déclenchement du disjoncteur principal, vous avez également une probabilité jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste associer les A, A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Alors, comment on fait l'association comme ça? Il faut revenir en fait au test. Au test, est décrit là-bas. Nous avons trouvé que le B2 en fait, c'est manque de carburant. Alors, B2, c'est où? B2 ici, c'est manque de carburant. Et C1, c'est batterie déchargée. Donc, ici, on va mettre batterie déchargée, on va mettre C1. Et manque de carburant, on va mettre B2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va en fait calculer les probabilités des 4 coupes minimales qu'on nous a données, c'est-à-dire A1, B1, C1, A1, B2, C2, A2, B2, C2 et A2, B1, C2. Donc, en calculant ces probabilités, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, par exemple, pour le premier, probabilité de A1, point B1, E, C1. Donc, on va dire que c'est probabilité de A1 fois probabilité de A2, bon, fois B1, pardon, fois probabilité de C1. Alors, si nous supposons bien sûr que A1, B1 et C1 sont indépendants. Donc, avec ce calcul, nous allons avoir
à 2 10 puissance moins 9. Ensuite, on va continuer avec quoi? Probabilité de... l'autre événement, je pense, c'est A1, B1, C2. Donc, on va trouver, d'après les calculs, 4 10 puissance moins 9. Ensuite, on va continuer avec probabilité de A2, B2, C2. Et là, nous allons trouver 6 10 puissance moins 8. E, le dernier, c'est-à-dire probabilité de A2, B1 et C2. Nous allons trouver 2 10 puissance moins 8. Donc, en fait, qu'est-ce que nous venons de trouver? C'est les probabilités d'occurrence, c'est-à-dire les probabilités en fait d'apparition de des pannes liées à ces différentes combinaisons. Par exemple, pour A1, B1, C1, la probabilité d'avoir une défaillance par la combinaison de ces trois événements, c'est 2 10 puissance moins 9. A1, B1, C2, la probabilité d'avoir une défaillance qui va être liée à la combinaison de ces trois événements, c'est 4 10 puissance moins 9. Ici, c'est 6 10 puissance moins 8. Et là, c'est 6 10 puissance moins 8. 2 10 puissance moins 8. Alors, quelle est en fait la combinaison en fait qui est critique? La combinaison la plus critique, c'est celle en fait qui a plus de chances en fait d'aboutir à l'événement critique. C'est-à-dire plus de chances de donner une panne. Donc, alors, ici, nous allons dire que la coupe la plus critique, c'est 6 10 puissance moins 8. C'est-à-dire A2, B2, E, C2. Là, on revient ici pour choisir A2, B2 et C2. Là, on dit quoi? Que quelle est la probabilité d'occurrence de cette coupe critique? C'est-à-dire, c'est que nous venons de choisir quelle est la probabilité en fait d'occurrence. Alors, on nous donne un exemple. Si c'est 2 10 puissance moins 8, il faut cocher uniquement 2. Là, nous avons 6 10 puissance moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher seulement que 6. C'est-à-dire, on va mettre ici 0 et là 6. Alors, nous passons à l'exercice suivant. Alors, question dépendante. Un moteur peut être vu comme un système réparable à taux de défaillance et de réparation constant. Les brosses en carbone doivent être changées après un certain nombre d'heures en opération. Durant une année, le moteur doit être réparé 3 fois. La première réparation a lieu après 98 jours et dure 10 heures. La deuxième, après 100 autres jours, et dure 8 heures. Et la troisième, après 105 autres jours, et dure 11 heures. La question, déterminer le temps moyen de disponibilité, entre parenthèses, mean uptime du moteur en jour. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dessiner. Vous avez fonctionnement en fonction du temps. Vous avez là l'apparition première défaillance. Là, c'est après 98 jours. Vous avez ici l'intervalle. Après ça, vous avez deuxième défaillance. Ensuite, vous avez troisième défaillance. Troisième défaillance. Ça, c'est l'année. Donc, à la fin, on peut prendre 365 jours ou bien 360 jours. Alors, comme vous voulez. Alors, après la première défaillance, nous allons en fait réparer le système ici. Ensuite, de là à là, on va le remettre en bon état. Là, on dit qu'il fonctionne pendant 100 heures. 100 jours, pardon, 100 jours, je m'excuse. Donc, ici également, il tombe en panne. On va le réparer ici. L'autre, c'est 105 jours. Et il tombe en panne, troisième panne. On va le réparer ici.
Donc, c'est 10 heures, 9 heures et 11 heures. Alors, ça fait 10 heures. 10 heures pour réparer. Là, c'est 11 heures. Et là, c'est 9 heures. Donc, après, on travaille sur toute l'année, en fait. Alors là, également, vous aurez un temps de bon fonctionnement. X. Donc, X ici, c'est quoi? C'est 360 moins 98 moins 100 moins 105 moins, en fait, la somme des heures. Donc, vous avez 10, 11 et 9, ça fait 30 heures. Donc, vous le convertir en jours sur 24. Donc, vous allez avoir un X ici, je pense, environ 55,75 jours ici. Donc, voici en fait les uptime. Les uptime. Alors, uptime, c'est le temps de bon fonctionnement. Uptime, uptime. Alors ici, vous avez en fait combien de uptime? Vous avez 4 uptime. Donc, vous avez de là qui dure d'abord 98 jours, le second qui dure 100 jours, le troisième qui dure 105 jours et le dernier en fait qui dure 55,75 jours. Alors, le MUT, c'est l'uptime moyen en fait. La moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme divisée en fait par le nombre. C'est-à-dire, vous avez 98 jours plus 100 jours plus combien? 105 jours. Ensuite, vous allez plus 55,75 jours divisé par le nombre en fait de uptime. Nous avons ici combien d'intervalles? Nous avons 1, 2, 3 et 4 intervalles. Donc, divisé par 4. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, vous allez avoir 89,6875. Alors là, nous n'avons pas une précision. On dit de le choisir un jour. Nous avons trouvé 89,68. Alors, est-ce qu'il faut arrondir à 90 ou bien il faut travailler seulement avec 89? Bon, c'est pas vraiment précisé ici. Là, je ne sais pas vraiment comment je vais cocher. Voilà. Donc ici, nous sommes proches de 90. Peut-être il faut cocher 0, ensuite 9 et 0. Alors, on passe à la question suivante. Alors, en déduire le taux de défaillance de ce moteur. Alors, le taux de défaillance, en fait, elle est définie par 1 sur le temps de bon fonctionnement moyen. Donc, MUT ici. Alors, c'est égal à quoi? Ça va être égal à 1 divisé par ce que nous venons de trouver. Alors, 89,6875. Vous allez trouver lambda, ça fait 1,114 10 puissance moins 2 par jour. Donc là, vous avez à ce niveau la réponse. La question 19, déterminer le temps moyen de réparation. Alors, vous avez ici à calculer le MTTR. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait, nous avons trois pannes. Également, les durées 10 heures, l'autre c'est 9 heures. Et le dernier, c'est 11 heures. Alors, le MTTR, c'est en fait c'est la somme des trucs, des temps en fait, des temps de réparation, c'est-à-dire 10 heures plus 11 heures plus 9 heures sur le nombre de pannes sur 3. Donc, ça va vous donner 30 sur 3, ça va vous donner 10 heures. Alors là, il faut choisir combien? On dit de choisir en heure, donc c'est 1 et 0. Maintenant, la question suivante, on déduit le taux de réparation. Donc, le taux de réparation, alors, elle est définie en fait comme étant l'inverse en fait du MTTR. Donc, c'est M1 sur MTTR. Alors, vous allez trouver combien? Donc, ça sera 10 puissance moins 1. Maintenant, l'exercice numéro 5. On dit au sein d'une usine de conditionnement d'engrais. Alors, la fonction de convoyage des sacs d'engrais nécessite 3 convoyeurs identiques situés les uns à la suite des autres. Donc, vous avez 3 convoyeurs qui sont en série pour le convoyage en fait des sacs. Sur un même convoyeur, le temps moyen de bon fonctionnement
estimé à 600 heures. Bien que ces temps soient très variables selon les pannes, l'agent de maintenance met en moyenne. Donc ça, ce sont les moyennes qu'on a déjà calculées pour nous. Alors, 30 minutes pour arriver sur les lieux, 20 minutes pour déterminer l'origine de la panne, 1 heure pour chercher l'outillage et les pièces de rechange nécessaires, 30 minutes pour réparer et 10 minutes de plus pour remettre le système en service. Alors, la question suivante, c'est de déterminer en fait en minutes le MTTR, le temps moyen de réparation active. Ici, en fait, vous avez les temps déjà qui sont en moyenne, c'est-à-dire on donne directement la moyenne. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quel temps en fait défini, quel temps en fait peut être considéré comme temps de réparation active. La temps de réparation active, est-ce que 30 minutes pour arriver sur les lieux peut être considéré? Est-ce que les autres peuvent être considérés ou pas? Alors, nous allons essayer d'analyser. Nous avons un système. Imaginons par exemple que ce système tombe en panne. Vous avez par exemple un convoyeur qui tombe en panne. Donc, on appelle le technicien. Lui, il prend 30 minutes pour arriver sur les lieux. Donc, ça, en fait, 30 minutes, c'est temps d'attente. 30 minutes, c'est en fait attente. Pourquoi attendre? Parce qu'en ce moment, le système est tombé en panne, mais on attend l'arrivée en fait du technicien pour commencer la réparation. Alors, lorsqu'il arrive sur les lieux, il prend 20 minutes pour déterminer en fait l'origine de la panne. Donc, lorsqu'il vient, il va commencer en fait à inspecter l'équipement en question. Alors, pour trouver en fait l'origine de la panne, ça va prendre 20 minutes. Donc, les 20 minutes font partie en fait du temps de réparation parce qu'il vient, lorsqu'il vient, il ne va pas s'arrêter en fait. Il va commencer à inspecter la machine, à vérifier s'il n'y a pas de problème de court-circuit, etc. Donc, lorsqu'il vient, il entame directement en fait la réparation. Maintenant, pour déterminer l'origine de la panne, ça c'est 20 minutes. Alors, après les 20 minutes, on a 1 heure en fait pour chercher l'outillage et les pièces nécessaires. Donc, après avoir trouvé en fait l'origine de la panne, qu'est-ce qu'il fait? Il peut par exemple commissionner un technicien d'aller en fait chercher en fait l'outillage nécessaire en fait pour résoudre le problème, ou bien également aller au niveau de magasin de stockage des pièces de rechange pour en fait amener d'autres pièces pour échanger. Donc là en fait c'est un temps en fait d'attente parce que il a trouvé l'origine de la pièce, mais il a envoyé quelqu'un. Donc en ce moment en fait il attend à ce que la personne revienne. Donc ça c'est un temps d'attente également. Donc vous avez 30 minutes pour réparer la pièce. Donc vous avez 30 minutes. Donc lorsque on amène les outillages nécessaires, il va entamer ensuite la réparation. Donc vous avez 30 minutes de plus qui s'ajoutent pour le temps de réparation et également 10 minutes de plus pour remettre le système en service. Ça aussi, ça rentre dans le temps de dans le temps moyen de réparation active. C'est-à-dire après les 30 minutes pour réparer en fait le problème, après il doit vérifier un certain nombre de choses, resserrer en fait les vis et tout. Alors maintenant ici le temps de réparation en fait va être égal à quoi? Va être égal à 20 minutes. 20 minutes, ça c'est le temps pour détecter en fait la panne, pour la réparation et pour remettre en fait le système en service, 10 minutes. Donc à la fin, vous allez avoir 60 minutes. Donc là, ça c'est 0, 6 et 0. Donc pour la suite, on dit déterminer en fait le MWT, donc le temps moyen d'attente de maintenance. Donc le temps moyen d'attente, c'est quoi? Ici, on appelle le technicien, on attend 30 minutes à ce qu'il arrive. Ensuite, on commissionne pour aller chercher en fait l'outillage. Donc, on va attendre encore 1 heure. Alors, le temps d'attente total, ça va être 1h30. Donc, en minutes, ça va être 90 minutes. Alors, 0, 9, 0. Ensuite, on déduit la disponibilité intrinsèque d'un convoyeur. Alors, vous avez la formule de disponibilité intrinsèque. C'est quoi? C'est le MTBF, le temps de bon fonctionnement. Bon, souvent, on le confond avec... souvent, ça veut dire mean time between failure. Alors, c'est le MTBF sur le MTBF. C'est le temps de bon fonctionnement plus, en fait, le MTTR.
R. Et là, ça vous fait quoi? Le MTBF, ici, c'est 600 heures. Donc, vous allez prendre 600 sur 600 plus le MTTR. Le MTTR, ici, nous avons dit que ça fait 60 minutes, donc ça fait 1 heure. Alors, lorsque vous faites 600 divisé par 601, vous allez trouver en fait 99,83%. Et on termine avec la dernière question. Déterminer la disponibilité opérationnelle de tout le système de convoyage des sacs d'engrais, sachant que la disponibilité opérationnelle alors d'un seul convoyeur est DO. Dans la disponibilité opérationnelle, ici, d'après la formule, nous avons la disponibilité opérationnelle, c'est le MTBF sur le MTBF plus en fait le downtime, c'est-à-dire le MDT, c'est-à-dire l'arrêt en fait, le temps d'arrêt total en fait du système. Donc la moyenne ici. Ici en fait l'arrêt en fait une panne va occasionner en fait tout ce temps d'arrêt en fait, puisqu'ils sont déjà en moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons écrire que pour un convoyeur, donc le DO va être 600 divisé par 600 plus, lorsque vous faites la somme de tout ce temps, vous allez trouver 30 plus 20 plus 1 heure plus 30 minutes plus 10. Vous allez trouver que ça fait 150 minutes. Donc, il faut les convertir en heures. On va le diviser par 60. Vous allez trouver DO pour pour un convoyeur, pour un seul convoyeur, ça fait 600 plus 150 sur 60. Vous allez trouver que ça fait 99,58. Alors, la question ici, en fait, il faut faire très attention. La question était de trouver, en fait, la disponibilité opérationnelle de tout le système de convoyage. Donc, ici, en fait, nous avons le système de convoyage, en fait, qui est composé, en fait, de trois convoyeurs. 1, 2, 3 qui sont en série. Alors, ce que nous venons de calculer, en fait, c'est la disponibilité opérationnelle d'un seul convoyeur. Puisqu'ils sont en série, alors la disponibilité opérationnelle de tout, en fait, de tout le système va être, en fait, le produit. Donc, ça va être le produit des DI. Mais puisqu'ils disent ici, en fait, qu'ils sont identiques, les trois convoyeurs sont identiques, c'est-à-dire ils ont la même, en fait, disponibilité opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre 0, c'est-à-dire 0,9958 puissance 3. Et là, vous allez trouver 98,74. Donc là, en fait, on peut cocher ça. Je pense également on peut cocher le premier ici, parce qu'on dit ici que DO, en fait, DO c'est la disponibilité opérationnelle d'un convoyeur. Alors si DO c'est la disponibilité opérationnelle d'un convoyeur, alors pour tout le système, ça va être DO puissance 3. Également en activité numérique, nous venons d'obtenir 98,74. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je vais répondre avec plaisir. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.